Bienvenue! Devant moi, j'ai le Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G hyper chargé ou tout autre nom que vous voudriez lui donner. Bref, je vais procéder au déballage, jeter un rapide coup d'œil à l'appareil, à ses spécifications, à la qualité de fabrication, et je vous donnerai mes impressions et avis généraux au fur et à mesure que je le découvre moi-même. Bon, alors allons droit au but en précisant d'abord, avant de commencer, que je ne suis pas sponsorisé par Xiaomi ni par aucune autre marque, ni par qui que ce soit qui sache apparemment régler l'exposition sur une caméra. Voilà, c'est déjà un peu mieux. Donc, ce que je vais dire ici n'est que mon avis personnel et c'est tout. C'est aussi simple que ça, sans aucune influence à part mes propres pensées et opinions. Cool. À l'intérieur, on trouve... Sympa, on a une coque. On a un câble de chargement type A vers type C. Une étiquette d'efficacité énergétique qui nous indique environ 60, presque 60 et 1 heure d'autonomie. J'aime vraiment que l'Union européenne rende cela obligatoire. Ça nous donne une idée assez réaliste de l'autonomie ici, même si cela semble... En fait, pour être réaliste, c'est une batterie de 6500. Cool, de toute façon. On a de la paperasse, soyons honnêtes. Personne n'en a quelque chose à faire. C'est littéralement des déchets. Et ensuite, on a notre coque en silicone qui a une finition mate. J'adore voir ça. Elles ne prennent pas cette vilaine teinte jaune comme le font les blanches. Donc, c'est plutôt cool que ce soit inclus et que ce soit la version mate foncée. Et ensuite, on a le téléphone lui-même. Oh, engourdissement. D'habitude, j'aime bien les couleurs comme ça, mais tu sais quoi, ça va, même si ce n'est pas vraiment mon style. Je trouve que l'aspect cuir foncé ici aurait pu être un peu plus sombre, plutôt que cette sorte de couleur milkshake au chocolat, presque. C'est brunâtre, mais ça tend vers une sorte de ton bizarre, étrange, où ça ne ressemble tout simplement pas à du cuir. Il y a effectivement une texture, et globalement je dirais que ça a un aspect intéressant. Puis les autres parties, comme ce qui est censé être du plastique, c'est probablement ici, ont aussi ce genre d'aspect très exposé au soleil, un peu doré. Et le cadre, lui, a plutôt une teinte argentée, argent doré, mais c'est du plastique. Donc, de toute façon, ça fait un peu bof. Oh, l'avant est en fait plutôt joli pour un appareil de ce genre. Alors, ici, l'écran fait 6,83 pouces, ce qui est une taille assez conséquente. C'est ce qu'elle a dit. 1280 par 2772 pixels de résolution. C'est aussi un écran AMOLED. J'aimerais bien voir ça. 68 milliards de couleurs, rafraîchissement 120 Hz, échantillonnage 3840 Hz, HDR10+, certification Nordic Vision et pic à 3200 nits. Sérieux? Redmi? Quel est le prix? D'accord, ce n'est pas mal. Je vais y revenir dans un instant. Mais cela étant dit, pour un appareil Redmi, au moins cet écran ici, ne plaisante pas, c'est vraiment un très bon écran avec toutes les certifications. Maintenant, il semble que Xiaomi utilise les mêmes écrans sur toute sa nouvelle gamme. Donc tous les écrans que j'ai vus chez eux, sur des appareils qui valent vraiment le coup d'œil, sont en gros des écrans AMOLED avec Dolby Vision et tout le reste. Donc, je pense qu'il utilise en gros le même écran que tous les autres appareils un peu plus haut de gamme aussi, ce qui, à mon avis, est plutôt une bonne chose. Si tu veux mettre quelque chose de bien sur un appareil que tu veux vendre ici, autant que ce soit l'écran. Comme c'est ce que tu vas regarder la plupart du temps, c'est agréable que ce soit l'un des meilleurs. Bref, pour continuer avec l'écran, on a un ratio écran Procore de 89,6%, ce qui, même si c'est en dessous de 90%, fait que les bordures sont vraiment très minimalistes. Je dirais que c'est le cas partout autour, et en partie, je pense que c'est dû au fait que l'écran a une légère courbure. Ce n'est pas totalement comme les écrans incurvés que certains autres appareils proposent, comme par exemple le Huawei Mate 20 Pro avait à l'époque. Mais il a ce que Samsung appelait plus ou moins un écran 2,5D. Ce n'est pas vraiment l'écran qui s'enroule, mais plutôt le verre lui-même qui a ce bord arrondi.
Avec ce protège-écran qui est pré-appliqué, donc j'aime bien voir ça aussi, sans le protège-écran, la navigation par geste est en fait beaucoup plus agréable, parce que vous avez ce joli bord lisse. Habituellement, sur un écran, on peut faire glisser le doigt vers l'extérieur ou l'intérieur, mais avec le protège-écran, le doigt accroche un peu, donc la sensation est un peu bof. Mais dans tous les cas, je n'ai toujours rien de négatif à dire sur l'écran ici. Donc passons aux appareils photo dont nous avons le seul. Soyons honnêtes, je suis presque sûr que peu importe, c'est de la merde. Si c'est même un appareil photo, oh, en fait, ce n'est pas si mal, d'accord? Donc, on a un capteur principal de 200 mégapixels, ouverture f1.7, objectif grand angle de 23 mm et un ultra grand angle de 8 mégapixels. Avec ces appareils photo, vous pouvez filmer en 4K à 30 images par seconde et en 1080p jusqu'à 120 images par seconde. Donc je pense que ça doit être pour le ralenti, mais je peux me tromper. Donc vous savez, je vais aller configurer l'appareil, ce que j'aurais probablement pu faire avant, pendant que je parlais sans arrêt. Bref, pendant que je le configure, parlons aussi rapidement de la caméra selfie, qui est un capteur grand angle de 32 mégapixels, ouverture f2.2, et elle peut filmer des vidéos jusqu'en 1420p à 60 images par seconde ou jusqu'à 60 images. Plutôt pas mal. Donc c'est vraiment pas mal pour les selfies ou les vidéos. En fait, si vous prévoyez de faire des trucs pour les réseaux sociaux, c'est un nombre de mégapixels assez élevé pour une caméra selfie, et le fait qu'elle monte jusqu'à 60 images par seconde la rend vraiment super. Et ça permet d'avoir des vidéos fluides et agréables, ce que j'apprécie personnellement, donc bref. Allez, la préparation du système, ça aurait pu être fait pendant que j'étais occupé à déblatérer. Ah, allez quoi, je peux clairement voir. Ce n'est peut-être pas l'appareil le plus rapide du quartier. Mais même si ça prend un peu de temps, ce n'est pas vraiment à cause du processeur ici, car il n'est pas si mauvais. C'est en fait plutôt lié au type de stockage qu'on a, donc c'est du UFS 2.2, et c'est le genre de chose à laquelle on doit s'attendre quand on a un type de stockage un peu lent. Alors, celui-ci n'est pas forcément le plus lent, je pense, mais ce n'est pas non plus génial. Donc, à cause de ça, on a ces longs temps de préparation. Cela va aussi impacter l'encodage vidéo. Quand vous enregistrez une vidéo que vous avez terminée, il fait ce genre de truc qui tourne quand c'est dans cette boîte où vous pouvez la prévisualiser, c'est généralement le stockage qui est responsable de ça, ou bien sa vitesse. Mais bon, maintenant que ça a enfin chargé, on peut ouvrir notre appareil photo, prendre les trucs habituels et passons en mode vidéo. Et voir le 4K. Oui, 30, 1080p, 30, 60, 30. Donc le 120 est en fait du ralenti, ce que je pensais, mais il y a une chose que je ne comprends pas avec les téléphones. Donc le 720p, même si c'est une résolution plus basse, est aussi limité à 30 images par seconde, contrairement au 1080 qui est en haute résolution et peut aussi atteindre un taux d'image plus élevé. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça, d'ailleurs? Donc les caméras ici sont solides pour le prix. Je dirais que maintenant, si on regarde l'intérieur de l'appareil sans vraiment démonter ce téléphone, ce n'est pas le but de cette chaîne. On a 6500 mAh par batterie, 100 watts de charge, ce qui est fantastique. Ça veut dire que vous pouvez recharger cette batterie assez grande en un temps également très rapide. En parlant des Samsung, ces gros machins ici coûtent 3 fois plus cher et se rechargent à seulement 25 watts. Comme si on était en 2008. Donc oui, bref, passons à la suite. On a aussi un Snapdragon 7S Gen 4, qui est un processeur solide. Ce n'est pas le meilleur, et ce n'est même pas le meilleur que vous puissiez avoir à ce prix, même chez Xiaomi. Et on a de 8 à 12 gigaoctets de RAM et de 256 à 512 gigaoctets de stockage intégré, tout en UFS 2.2. Oh là là, d'accord. Donc, en ce qui concerne l'intérieur, pour vous donner une version simplifiée de tout ça, la batterie et la vitesse de charge sont vraiment fantastiques. Le processeur est bon maintenant, le stockage
et la RAM, selon la version que vous choisissez, sont aussi excellents. C'est juste que le type de stockage est en dessous de la moyenne, je dirais. Maintenant, le dernier point serait la qualité de fabrication. Et c'est un peu là que le téléphone a un petit faux pas, je dirais. Donc, commençons par le cadre. Il est fait en plastique. C'est indéniable, ça se voit. On peut le sentir, ça fait cheap. Donc c'est un petit inconvénient. L'arrière est en plastique renforcé de fibres de verre ou en polymère de silicone. Ici, c'est le dos en polymère de silicone car c'est le cuir écologique. Ou en d'autres termes, c'est juste une autre façon de dire plastique et le cadre, comme je l'ai mentionné, est aussi en plastique. Mais heureusement, cela n'empêche pas l'appareil d'avoir tout de même une certaine résistance. Il est donc doté d'une certification IP68 et IP69KUH, ce qui signifie qu'il est étanche à la poussière et résistant à l'eau. Il résiste aux jets d'eau à haute pression et peut être immergé jusqu'à 1,5 m pendant 30 minutes, ce qui est plutôt appréciable. Gardez à l'esprit que cette certification, généralement, ou pas toujours mais la plupart du temps, fait référence à de l'eau propre ou il y a une façon plus professionnelle de le décrire. Mais en gros, c'est pour des situations comme la douche, le lavabo et ce genre de choses. L'eau salée, par contre, pas vraiment. L'eau chlorée non plus. Là aussi, pas vraiment. Donc vous pouvez l'emmener à la plage, mais vous ne pouvez pas l'emmener à la piscine pour nager avec. Maintenant, pour être honnête, vous pouvez. Et il ne sera potentiellement pas endommagé puisqu'il est censé résister à l'eau. Mais le chlore ou le sel pourrait endommager les joints du téléphone et potentiellement permettre à l'eau de s'infiltrer beaucoup plus facilement par la suite. Parce que l'étanchéité, la colle qui maintenait tout cela, a été abîmée par exemple à cause du sel. Cela pourrait avoir des effets bizarres. Vous voyez, ça pourrait se dégrader. Et si le téléphone subit des dommages à cause de cela, la garantie ne les couvrira pas. Sauf si, par exemple, c'est de l'eau de douche propre qui cause des dégâts parce que le téléphone, je ne sais pas, il lui est arrivé quelque chose et de l'eau est entrée alors que cela n'aurait pas dû arriver. Dans ce cas, c'est bon. Votre garantie devrait le couvrir, mais le chlore ou le sel, en gros, cela entraîne un refus immédiat de la garantie. D'accord, donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a d'important à savoir sur cet appareil. Maintenant, il y a une chose que je veux vérifier rapidement, c'est le prix. Afin d'être tout à fait et absolument certain de ce chiffre, prenons un instant pour vérifier ensemble à combien le montant total s'élève exactement, et nous pouvons constater que cela représente approximativement 2000 PLN, ce qui équivaut après conversion à environ 540 $. Donc, c'est un appareil de milieu de gamme en termes de prix, mais je veux vérifier rapidement les autres appareils et voir à quel prix ils sont proposés. Aussi chez Xiaomi, parce que quand il s'agit de leurs appareils, ils sont vraiment incroyables pour le prix. Il n'y a pas à dire. Certains appareils Xiaomi sont vraiment des tueries par rapport à ce que vous obtenez pour le prix que Xiaomi demande. Et tout de suite, il y a en fait un téléphone que je recommanderais plutôt que celui-ci. Il n'a peut-être pas ce dos en simili-cuir élégant, mais si cela ne vous dérange pas, alors c'est un excellent choix et il offrira aussi quelques améliorations. Il y a deux téléphones différents que je peux recommander et ils auront tous les deux ces avantages et inconvénients maintenant, et si on le compare strictement à celui-ci, je dirais que dans l'ensemble, ce ne seront que des avantages par rapport à ce que nous avons ici. Mais entre les deux téléphones que je vais recommander, entre ces deux-là, chacun échange certains aspects contre d'autres fonctionnalités. Donc, laissez-moi juste ouvrir ça rapidement. Alors, on va regarder ceci et cela. D'accord, donc les deux téléphones dont je parle seront les Poco. Eh bien, les deux sont aussi des Poco de chez Xiaomi, comme je l'ai mentionné, le F8 Pro et le X8 Pro Max. Ces deux appareils sont proposés à peu près au même prix que celui-ci, et pour ce prix, dans les deux cas que je recommande, vous obtenez en fait un meilleur appareil. Par exemple, le F8 Pro sera un appareil bien plus puissant puisqu'il est équipé d'un Snapdragon 8 Elite. Ici, nous avons un 7S Gen, je crois que c'était le 4, non? Oui, génération 4.
L'autre appareil serait équipé du 8 Elite. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est le processeur. Et pour vous donner une idée, si vous connaissez par exemple les processeurs d'ordinateur, c'est un peu comme comparer un i7 à un i9. C'est donc à peu près ce à quoi on a affaire ici. Et le Snapdragon 8 Elite est en gros le processeur le plus haut de gamme que l'on trouve sur les flagships, mais c'est le modèle de l'année dernière. Donc ce n'est pas le meilleur du marché, mais c'est quand même processeur exceptionnel, sachant que vous obtenez ce processeur qui est probablement environ 30% meilleur que celui que nous avons ici, pour le même prix. Côté écran, on a un écran légèrement plus petit de 6,6 pouces, avec également une excellente résolution, un très bon ratio écran-corps, le même type d'affichage. Côté photo, on a deux capteurs de 50 megapixels. Vous gagnez en qualité sur le grand angle et le téléobjectif. Malgré moins de pixels, les capteurs sont meilleurs. Le nombre ne fait pas tout. On a donc 50 mégapixels pour le grand angle et le téléobjectif et 8 mégapixels pour l'ultra grand angle. Vous filmez jusqu'en 8K à 30 IPS et en 4K à 60 IPS. Par contre, la caméra selfie est limitée à 20 mégapixels en 1080p à 60 fps. L'expérience sera supérieure ici car le capteur est meilleur, malgré moins de mégapixels, mais la batterie est plus petite. Donc, on a 6200 mAh au lieu de 6500 pour celui-ci, mais il se recharge aussi à une vitesse impressionnante de 100 watts, donc il n'y a pas vraiment de compromis à ce niveau-là. Et c'est un appareil plus petit, donc c'est normal, tandis que l'écran est aussi plus petit, donc l'autonomie devrait être à peu près la même. Et gardez à l'esprit que, niveau prix, c'est pratiquement identique et une autre amélioration concerne la qualité de fabrication. Le F8 Pro a un cadre en aluminium ainsi qu'un dos en véritable verre. Cela va donc donner au téléphone une sensation beaucoup plus haut de gamme en main. Même s'il porte la marque Poco, il donne vraiment une impression de qualité, je dirais. Et le type de stockage qui était l'un des points que j'évoquais ici, ce type de stockage est clairement amélioré puisqu'il s'agit de l'UFS 4.1, ce qui est vraiment bien. Il fallait que ce soit performant parce que le téléphone peut enregistrer en 8K à 30 images par seconde, donc il lui faut absolument ce stockage rapide. Et l'autre option ne sera pas strictement axée sur les appareils photo, car l'appareil photo prend un peu de recul à ce niveau-là, mais il est équipé d'un Dimensity 9500S, qui est une autre marque de processeur, mais aussi le processeur le plus haut de gamme. Batterie de 8500 mAh qui peut aussi être rechargée à 50 watts, un capteur principal de 50 mégapixels et un ultra grand angle de 8 mégapixels. Cela permet de filmer en 4K à 60 images par seconde, pas de 8K, et en 1080p jusqu'à 60 images par seconde, avec un ralenti allant jusqu'à 960 images par seconde, et la caméra selfie est de 20 mégapixels, capable de filmer en 1080p 60. À part cela, il y a aussi un stockage UFS 4.1 et l'écran. La taille de l'écran est à peu près la même, désolé, 6,83 pouces, alors que celui-ci avait la même taille et la résolution est identique. Donc, le Poco X8 Pro Max sera aussi proposé au même prix, en gros, peut-être un peu moins cher, mais à peine. Et il offrira également de meilleures performances que celui-ci. Peut-être pas en photo, car il dispose d'un capteur grand angle de 15 mégapixels et l'appareil photo de cet appareil, ou simplement l'aspect photographie sur ce modèle. C'est un petit recul, car le téléphone est davantage axé sur l'autonomie avec cette énorme batterie de 8500 mAh. Et aussi en puissance. Donc ce sont deux excellentes options au même prix qui vous offrent des améliorations en termes de performance et soit d'autonomie, soit d'appareil photo. Donc peu importe celui que vous choisissez, je pense que vous serez satisfaite dans tous les cas. Si je devais en choisir un ou en recommander un, je dirais probablement d'opter pour lequel déjà? C'était le F8 Pro. Si vous voulez prendre des photos et que vous souhaitez simplement avoir de belles photos et plus précisément de meilleures vidéos. Donc pour l'enregistrement vidéo, si vous voulez qu'elle soit excellente, fluide et très nette, peut-être celui-ci. Si les photos ne vous intéressent pas tant que ça, alors je recommanderais probablement d'opter pour le X8 Pro Max. Comme celui-ci aura une batterie beaucoup plus grande et vous offrira une autonomie bien supérieure sur une seule charge, ce que, personnellement,
j'apprécie vraiment. Du moins, c'est un critère important pour moi. Donc, si je devais en choisir un pour moi, je prendrais probablement ce X8 Pro Max. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. J'espère donc que ces recommandations vous auront été utiles. Les recommandations que je donne ne sont pas basées sur le même type d'entreprise parce que, vous savez, ici il s'agit de Xiaomi, donc je propose le même modèle. En fait, je choisis spécifiquement Xiaomi simplement parce que je trouve que leur téléphone offre le meilleur rapport qualité-prix. Ils proposent les meilleures spécifications avec une qualité de fabrication vraiment très bonne et des caractéristiques techniques impressionnantes pour un prix incroyablement abordable à l'heure actuelle. Donc, obtenir un téléphone avec, par exemple, 12 gigaoctets de RAM, un stockage correct et tout le reste, un super écran et tout ça pour environ 500 $, c'est vraiment une très bonne affaire. C'est dans l'ensemble meilleur que ce que j'ai ici de chez Samsung, qui coûte pratiquement le double. C'est un peu ça que j'essaye de dire. La valeur ici est tout simplement indéniable. Et c'est la raison pour laquelle je propose ou recommande ces appareils en particulier. Ce n'est pas parce que je suis particulièrement précoce. Fan de Xiaomi, c'est strictement une question de rapport qualité-prix. Bref, la dernière chose que je voudrais mentionner, c'est le logiciel. Évidemment, j'ai parlé de Samsung à ce sujet. Samsung, probablement aux yeux de beaucoup de gens, aura un bien meilleur logiciel. Pour moi, c'est plutôt une question de goût personnel, donc je n'en parle pas vraiment. Mais ici, on a l'approche de Xiaomi à ce sujet, qui est c'est quoi ce MIUI? Je pense qu'ils l'ont mis ici. Où est-ce que c'est, bon sang? Oh là là, je n'arrive pas à le trouver maintenant. Tu sais, je peux tout simplement vérifier. Ce sera sûrement plus simple. Ah, Xiaomi HyperOS. Donc c'est l'interface que tu as ici. Et soit ça ne vous dérangera pas et vous l'utiliserez sans problème, soit vous allez le détester. Donc dans tous les cas, je n'ai pas vraiment envie d'en parler trop parce que c'est une question de préférence. Voilà, c'est à peu près tout. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.